Démocratie et révolution sans manifeste de 1789 à nos jours, c'est l'intitulé d'un colloque qui s'est tenu en novembre dernier à l'ICES à La Roche-sur-Yon. Colloque qui a donné lieu à la publication d'un livre qui vient de paraître au CERF en partenariat avec les presses universitaires de l'ICES. À la direction de cet ouvrage, Stéphane Courtois, historien spécialiste de l'histoire des mouvances et des régimes communistes, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'ICES. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir une seconde fois dans les studios de RCF Vendée. Alors on peut d'emblée le préciser, il s'agit d'un gros ouvrage de quasiment 1200 pages. Il reprend en fait exclusivement les actes du colloque qui a eu lieu en novembre dernier où il y a des extensions. Non, il reprend évidemment avec tous les développements de l'écrit, les actes du colloque, sauf qu'au colloque, il y a plusieurs des intervenants qui n'avaient pas pu se déplacer pour des raisons d'agenda. Pardon, donc voilà, mais sinon, non, ce sont les travaux du colloque qui sont donnés là, mais effectivement, une fois mis sur papier, ça impressionne, entre guillemets. Enfin, le colloque avait quand même tenu sur plus de 2 jours. Donc avec, effectivement, la publication aussi des manifestes ou des déclarations. Alors, évidemment, lors du colloque, on ne pouvait pas passer son temps à lire les manifestes, parce que les manifestes, c'est-à-dire les documents originaux, sont évidemment au cœur du livre, puisque c'est le projet initial, c'est de mettre à disposition d'un large public des documents originaux et originels, c'est-à-dire qui sont fondateurs de ces 2 grandes idées, démocratie et révolution. Depuis 1789, on aurait pu remonter plus haut, mais bon. Donc on parle de manifeste, parfois on parle de déclaration ou de charte. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce type d'écrit du manifeste ? Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, le manifeste a pour but de créer un mouvement, de mobiliser une action ? C'est un peu cela qui le caractérise ? Oui, alors, vous avez raison de souligner ce point. On a retenu le mot manifeste, mais en fait, il y a là des textes qui s'intitulent déclaration, par exemple, déclaration des droits de l'homme. Il y a toutes sortes d'intitulés. On a même mis 2 encycliques, donc vous voyez. Mais donc, ce sont des textes qui, effectivement, d'une part, sont des textes de principe, c'est-à-dire qui affirment des principes. Qui exposent un idéal d'une certaine façon ? Bien entendu, puisqu'à partir du moment où ils affirment des principes, ils posent un idéal, ils posent même éventuellement parfois un projet. Et puis, c'est un appel à l'action. Donc c'est pas la traduction de faits réels, en fait. Un manifeste, c'est toujours en vue d'une mobilisation future. Absolument, et donc il y a y compris des textes très utopiques, par exemple, dans ces manifestes. Mais c'est quand même cette idée de mobilisation, si vous voulez, l'idée de sensibilisation et de mobilisation du public à des idées, à un idéal et à un projet. Alors, dans ce livre, vous avez eu le souci de respecter la chronologie plutôt que de proposer une étude par thème. Qu'est-ce qui transparaît dans cette progression historique ? Est-ce qu'il y a d'une certaine façon une cohérence aussi, donc manifeste, on l'a dit, de 1789 à nos jours ? Quelle est la cohérence dans le développement historique ? On embrasse plus de 200 ans, donc vous avez raison de le souligner. On a préféré, si vous voulez, la démarche chronologique pour des raisons de pédagogie, c'est-à-dire que dans la mesure où on cite une centaine de textes qui pour la très grande majorité d'entre eux sont tout à fait inconnus du grand public, sont même souvent inconnus des spécialistes. Il y a plusieurs des textes que nous publions qui n'ont jamais été publiés en français, etc. Donc on a préféré la démarche chronologique, et en plus cette démarche chronologique, elle se justifie, parce que la bataille pour la démocratie, c'est une bataille très longue. Il y a eu beaucoup de ratés, de retours en arrière, de régression, de recul, de redémarrage. Donc c'est tout un processus qui est évidemment engagé, on dirait, entre 1787 et 1789, la Révolution américaine, la Révolution française, puis qui ensuite va se développer d'abord en Europe et puis bientôt dans le monde entier, puisque nous publions aussi des textes d'Amérique latine, de l'Asie, etc. Et donc c'est un énorme processus, qui est le processus de la modernité, qui est engagé, qui est, je dirais, engagé de manière très forte et symbolique en 1789, et puis qui va se développer. Donc on voit très bien qu'il y a des tranches chronologiques quand même très nettes qui se dégagent. En particulier, par exemple, l'année 1848.
En 1848, on a déjà, je dirais presque, toutes les grandes idées sont posées. Hein. À la fin de l'année 1848, toutes les grandes idées sont posées. Socialisme, communisme, libéralisme, anarchisme, toutes ces grandes idées qui recoupent démocratie et révolution sont en gros posées en 1848. Et on est quand même en 2012. Donc... Ce qu'il faut rappeler effectivement, c'est que ces manifestes sont toujours étudiés, analysés au regard de ces deux concepts qui fondent aussi votre livre, démocratie et révolution, des concepts qui parfois, entre guillemets, travaillent en commun, parfois sont dans une certaine ambivalence aussi ou en contradiction l'un avec l'autre. D'abord, très souvent, surtout après 1789, l'idée de démocratie et l'idée de révolution ont été confondues. Bon, donc là, il faut déjà clarifier très nettement. Et puis en plus, ça pose en gros deux questions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller vers la démocratie sans faire une révolution ? Et puis l'autre question, qui est extraordinairement d'actualité, il suffit de voir le printemps arabe, est-ce qu'une révolution est nécessairement démocratique ? Donc voilà, ces deux grandes questions qui sont posées dès 1789, 1792, 94, avec une révolution qui se veut une révolution avec la Déclaration des droits de l'homme quand même, c'est quand même le fondement, une révolution qui éclate sur la demande d'une constitution, et puis qui très rapidement va aboutir sur une dictature. Donc voilà, toutes les questions sont posées dès le départ. Et ce sont des questions qui sont pendantes aujourd'hui. Hein, quand vous voyez tout ce qui se passe là en Tunisie, en Libye, en Égypte, bon, on a parlé de printemps arabe. Oui, oui, qu'il y ait eu révolution, c'est incontestable. Est-ce qu'on va vers une démocratie ? Ça, c'est à voir ensuite. C'est l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je ne tranche pas, mais l'avenir nous le dira. Mais bon, en tout cas, ça n'est pas garanti. Donc vous l'avez dit dans votre livre, est reproduite la déclaration de 1789, qui est considérée, qui est présentée comme le texte fondateur de nos démocraties occidentales. Donc son fondement, si j'ai bien lu le texte et puis l'analyse qui s'y rapporte, son fondement, c'est le droit naturel, mais on le voit bien dans le texte, c'est conditionné aussi par la loi érigée par les représentants de la nation. Voilà, c'est assez intéressant parce que ça nous dit aussi quelque chose de ce qui va se passer peut-être ensuite. Et oui, c'est toute l'ambiguïté de cette fameuse déclaration des droits de l'homme qui effectivement affirme des droits naturels qui sont très clairement dits dans la déclaration, le droit de circulation, le droit d'expression, le droit de propriété, etc. Donc ce qu'on pourrait considérer comme les droits naturels, mais qui effectivement à un moment donné sont conditionnés entre guillemets par la loi. Or la loi, elle est définie par qui ? En l'occurrence, elle va être définie par une assemblée qui va être élue dans quelles conditions ? On n'en sait rien. Enfin, maintenant, on le sait. Les historiens le savent. En 1789, on ne le savait pas. Mais tout de suite, dès 1791, 92, 93, on savait par exemple, la Convention est une assemblée extraordinairement mal élue. C'est-à-dire avec très peu d'électeurs, avec le fait que les opposants aux Jacobins et aux positions les plus radicales de la Révolution ont été écartés, et de l'électorat et des candidatures. Donc voilà, on est déjà là dans une démocratie totalement biaisée. Or, c'est justement cette loi qui va s'imposer et qui va aboutir presque immédiatement à la dictature. Donc voilà, les choses sont très clairement posées. Alors, petit complément pour nos auditeurs, bien préciser évidemment que, d'abord, je ne suis pas le seul co-directeur de cet ouvrage. Il y a donc deux co-directeurs, Jean-Pierre Descottes, qui est le directeur du département d'histoire de l'ICES, et puis Yolène Dilas-Rocherieux, qui est maître de conférence à Paris 10. Et puis alors, chaque tranche chronologique, la Révolution française, le premier 19e siècle, etc., est présentée par un spécialiste, que le lecteur ne s'angoisse pas. À chaque fois, je dirais que ces textes sont regroupés et puis ils sont présentés très clairement, remis dans leur contexte et explicités. Vous l'avez dit d'ailleurs à propos de la déclaration de 89. Alors vous l'avez dit à de nombreuses reprises, en tout cas à plusieurs reprises il y a quelques minutes, on passe de la Révolution, d'une déclaration des droits de l'homme en 1789 puis en 1793 à ce qu'on va appeler la dictature ou la terreur. Comment on passe d'une société dont le but est le bonheur commun à l'arbitraire que va devenir la terreur? C'est justement, c'est très intéressant. Dès le premier chapitre, donc, qui est sous la direction de Lucien Jaume, qui est un de nos grands spécialistes de la pensée révolutionnaire des années de la fin du 18e et du début du 19e, on a cette opposition entre la déclaration de 1789, qui affirme les droits naturels, et la déclaration de 1793. Elle n'y fait pas référence.
celle de Elle y fait 1793. référence, mais elle va déjà bien au-delà, puisque c'est une déclaration qui est inspirée par Robespierre et qui, vous l'avez dit, a un article premier qui est le but de la société, c'est le bonheur commun, c'est le bonheur. Bon, oui, mais rien que ça, c'est déjà énorme. Hein. Ça veut dire que déjà le pouvoir, la politique, s'empare de la définition du bonheur de chaque individu. Ouh là là, on met déjà là le doigt dans un engrenage très sérieux. Hein. Et puis alors, ça c'est le premier article. Puis il y a le dernier article, l'article 35, qui déclare que bon, quand il y a un mauvais gouvernement, le peuple ou une fraction du peuple a le droit de se révolter et de renverser ce gouvernement. Ah bon, voilà, on se pose déjà beaucoup de questions. Qui décide que le gouvernement est mauvais? Qui décide qu'il faut le renverser? On n'est déjà plus du tout dans l'Assemblée, on est dans une fraction du peuple. Qui est cette fraction du peuple? Donc voilà, on est déjà là dans des principes tout à fait opposés. Donc et avec au cœur toujours le même problème qui est la question de la légitimité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde la légitimité d'un régime politique? Qu'est-ce qui fait que les gouvernants vont pouvoir gouverner et être obéis par les gouvernés? Qu'est-ce qui fait que les gouvernés vont accepter les gouvernants qui se proposent? Donc voilà, c'est toute la question. Et il faut bien dire que ça dure depuis plus de 200 ans. Et en fait, c'est une bataille constante, tout simplement parce que, évidemment, le pouvoir est une drogue extrêmement forte. Bon, et que dès que les gens y ont goûté, eh bien, ma foi, ils visent à en avoir toujours un petit peu plus, jusqu'à viser le pouvoir absolu. Bon, hein, et on a vu ça évidemment dans les régimes totalitaires, des régimes totalitaires qui, rappelons-le, se réclamer hautement d'une vraie démocratie. On va aller jusqu'à nier l'individu au profit du peuple, d'un peuple un peu abstrait d'une certaine manière. Une espèce de notion mythologique. Le peuple, en allemand, le Volk, hein, ein Volk, ein Reich, ein Führer, hein, un peuple, un empire, un chef, mais c'est la même chose chez les communistes. Hein. Bon, Lénine a la démocratie et Staline ont la démocratie plein la bouche tout le temps. Simplement, une démocratie qu'il qualifie de supérieure à la démocratie bourgeoise. D'ailleurs, on donne dans l'ouvrage plusieurs textes fondamentaux de Lénine et de Staline, et aussi d'ailleurs de Mao Tse-tung. Hein. Donc voilà, c'est toute cette question qui est posée dès les débuts de la Révolution française, que François Furet avait très bien exposé dans son temps. Et donc voilà, c'est une espèce de fil conducteur, hein, et avec toujours cette question, faut-il faire une révolution pour aller vers la démocratie? Et toute révolution est-elle nécessairement démocratique? Bon, ouais. Mais c'est vrai que comme les deux notions ont été très souvent confondues, eh bien, un certain nombre de gens en ont profité, si vous voulez, pour faire croire que, sous prétexte qu'ils faisaient une révolution, parce que les communistes, Lénine faisait une révolution, mais les nazis aussi prétendaient faire une révolution, eh bien, ils prétendaient en même temps instaurer une démocratie. Bon, les faits ont démontré que c'était pas tout à fait ça. Alors Stéphane Courtois, on avance un petit peu dans cet ouvrage, et quand on parle de manifeste, on pense spontanément, en tout cas le grand public pense spontanément au manifeste du Parti communiste. Bien entendu, c'est un des plus célèbres. De Karl Marx, de 1848. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser pour le recontextualiser, ce manifeste, c'est qu'il ne vient pas de nulle part, puisqu'il a été préparé dès la fin du XVIIIe et puis peut-être surtout dans la première partie du XIXe siècle avec l'avènement d'une société dite industrielle. Alors voilà, ça c'est un peu la grande nouveauté. Au niveau du communisme, on a un communisme très ancien qu'on peut quasiment faire remonter à Platon comme idée, c'est-à-dire l'idée d'une société qui serait corrompue par l'argent, par l'enrichissement personnel. Donc à partir du moment où on supprime l'enrichissement personnel, eh bien ma foi, on va avoir une société qui sera parfaite, qui n'aura pas de conflit, etc. Bon, hein, ça c'est la vieille notion du communisme. Mais c'est vrai qu'avec la révolution industrielle qui émerge à partir du début du 19e siècle, d'abord en Angleterre, puis en France et puis un petit peu partout, on a un phénomène tout à fait nouveau qui est l'émergence du monde ouvrier. Quelque chose qui n'existait pas. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'essentiel des sociétés était paysannes, agricoles. Et donc, on a un phénomène tout à fait nouveau qui est le phénomène de l'industrialisation qui génère une nouvelle classe sociale, le monde ouvrier. Et Marx, bien entendu, va se servir de ça pour promouvoir ses idées et son manifeste. Mais il est précédé dès 1843 par un autre très grand manifeste d'un Français qu'on a oublié, que Marx a d'ailleurs
largement plagié entre nous, qui est le manifeste de Victor Considérant. Simplement, le manifeste de Victor Considérant, qui est une formidable analyse de la société de l'époque, de l'industrialisation, etc., et de la situation française, a été oublié. Je dirais qu'un petit peu le rouleau compresseur marxiste est passé sur ce pauvre Victor Considérant. Mais il faut bien dire que les deux manifestes font la même analyse, c'est-à-dire on va vers une société industrielle, les plus riches d'un côté, les plus pauvres de l'autre, etc., mais avec des conclusions tout à fait opposées. C'est-à-dire Marx dit, bon, on ne pourra en sortir que par la violence, il faut une révolution violente, et Considérant dit non, il faut une démocratie pacifique. Donc là, c'est formidable de voir que entre 1843 et 1848, c'est-à-dire il y a plus de 150 ans, il y avait vraiment deux textes fondamentaux qui s'opposaient radicalement. Alors, Stéphane Courtois, on a parlé il y a quelques minutes de la Déclaration des droits de l'homme, et on le perçoit bien dans ce livre que finalement, Marx considère que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas allée assez loin dans le processus d'émancipation de l'homme, en fait, puisque il y a la question de la propriété privée qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, et donc pour Marx, pas question de propriété privée pour que le bonheur de l'homme puisse exister? Oui, alors c'est toute la question, parce que ça renvoie directement à l'acceptation ou non par Marx des droits naturels. Or, le droit de propriété est considéré par la déclaration de 89 comme un droit naturel, mais je vous rappelle qu'il est aussi considéré comme un droit naturel par l'Église. Par exemple, dans les encycliques, nous republions là les deux encycliques de Pie XI de 1937, une contre le nazisme, une contre le communisme. Dans celle contre le communisme, le droit de propriété est rappelé comme un droit fondamental de l'homme. Deuxième partie de cette émission avec Stéphane Courtois, qui a co-dirigé plus exactement le livre Démocratie et Révolution sans manifeste de 1789 à nos jours, publié au Cerf et aux presses universitaires de l'ICES. On continue donc avec vous, Stéphane Courtois, de parcourir ce livre. On a parlé avant la pause musicale du manifeste de Marx publié en 1848. Alors il faut attendre 1917 pour assister à la révolution bolchevique. Comment le manifeste de Marx de 1848 a influencé l'autre, et par quel canaux de transmission? Ça l'a influencé d'abord parce que Lénine était un marxiste, et que les bolcheviks étaient des marxistes, donc ils connaissaient très bien non seulement le manifeste communiste de Marx, mais beaucoup d'autres textes de Marx, et c'était leur conception, la révolution et la mise en œuvre de la lutte des classes. La lutte des classes doit nécessairement aboutir à une guerre civile qui va provoquer la prise du pouvoir par le parti révolutionnaire, qui va instaurer la dictature du prolétariat. Bon, ça c'est la base, mais ce qui est très intéressant de constater, c'est que quand Lénine prend le pouvoir par un putsch à Saint-Pétersbourg le 7 novembre 1917, il est confronté à un gros problème. C'est que le gouvernement provisoire qu'il a renversé avait convoqué des élections générales. Et donc les premières élections au suffrage universel en Russie. Donc une assemblée. Avec une assemblée constituante, qui donc, que Lénine est obligé de laisser se réunir le 18 janvier 1918, et puis qu'il va finalement, quasiment dans la journée, renverser. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de la renverser, Lénine va faire lire devant cette assemblée une déclaration qui n'est pas la déclaration des droits de l'homme, qui est le parallèle, mais bolchevique, de la déclaration des droits de l'homme, et qui s'appelle la déclaration des droits du peuple travailleur. Donc Parce que selon lui, l'Assemblée, elle n'était pas assez représentative du peuple. Non, mais de toute manière, les bolcheviks n'avaient pas la majorité dans cette Assemblée. Oui. Donc Lénine était sûr d'être battu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait un putsch préventif, parce qu'il savait très bien qu'il serait battu dans l'Assemblée, il n'aurait pas la majorité. Donc il fait cette déclaration des droits du peuple travailleur. Et donc, c'est très intéressant de comparer les deux termes. Dans un cas, c'est les droits de l'homme en général, de l'homme et de la femme, etc., donc de toute l'humanité, alors que pour Lénine, c'est seulement les travailleurs qui ont des droits. Les autres n'en ont pas. Les bourgeois, etc., n'ont pas de droits. Et c'est ce qui va se passer. Donc rapidement, finalement, la démocratie fait plus partie du processus révolutionnaire, mais on en arrive à une forme de totalitarisme. Justement, comment Lénine concevait ce concept de démocratie? Est-ce qu'il en parlait? Oui, il en parlait beaucoup, simplement. Il affirmait que son régime était un régime démocratique, mais d'une démocratie supérieure à ce qu'il appelait la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire à la démocratie parlementaire. Bon, la suite de l'histoire a montré que non, son régime n'était pas supérieur. Il n'était pas supérieur du point de vue du respect des droits humains, puisque c'est un régime qui a été une énorme dictature, qui a fait des dizaines de millions de morts.
Mais en plus, c'est un régime qui n'était pas supérieur ni sur le plan culturel, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. On l'a bien vu, hein, quand tout ça s'est écroulé en 1989-91. Bon, sans parler évidemment des émules du style Mao ou du style Pol Pot et les Khmers rouges. Et cette forme de totalitarisme ne pouvait s'étendre qu'au-delà des frontières de la Russie. Ça fait partie du processus marxiste, entre guillemets, lui-même, que cette révolution s'étende au-delà de frontières très, très circonscrites. Ah oui, c'est tout à fait une des grandes caractéristiques du marxisme, c'est ce qu'on appelle son internationalisme. C'est-à-dire que Marx présente un projet qui concerne le monde entier. Et donc, dans la mesure où il considère que son projet de pouvoir et de société est supérieur à tous les autres, eh bien, il n'y a aucune raison que ce projet ne s'impose pas dans le monde entier, hein. Et donc, Lénine va reprendre évidemment très exactement le même projet. Simplement, Lénine, lui, il a des moyens. Marx, il n'a aucun moyen. C'est un philosophe en chambre. Tandis que Lénine, il s'est emparé de la tête d'un des plus grands États du monde. Donc, il a de l'argent, il a une armée, il a tout ce qu'il faut. Hein, il va le faire. Alors, vous en avez parlé également, j'aimerais en revenir d'un mot là-dessus, sur le rôle joué par l'Église face au totalitarisme. Et c'est très intéressant que, justement, dans votre livre, vous reproduisiez 2 encycliques de Pie XI, celle qu'il a publiée en 1937, Mit brennender Sorge, contre le nazisme, et Divini Redemptoris, qui est la condamnation des régimes bolcheviques ou communistes. Donc, je cite un Divini Redemptoris: on prétend ouvrir une ère nouvelle, inaugurer une nouvelle civilisation résultant d'une évolution aveugle, une humanité sans Dieu. Donc tout de suite, finalement, Pie XI a perçu en quoi ces régimes pouvaient être des régimes finalement idolâtriques. Ah oui, c'est tout à fait clair. Vous avez cité le mot exact. Pour Pie XI, ce sont des régimes idolâtriques. Et il faut bien dire que Pie XI a fait un travail tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que dans la même semaine, il a fait publier ces 2 encycliques. Et en plus, il ne l'a pas fait dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il a fait publier d'abord l'encyclique contre le communisme. Ce qui fait que les nazis ont applaudi des 2 mains en disant « ça y est, l'Église a enfin compris le danger communiste, etc. » Sauf ce que les nazis ne savaient pas, c'est que 3 jours après, le dimanche des Rameaux, Pie XI a fait lire dans toutes les églises d'Allemagne, porte fermée, son encyclique sur le nazisme, qui est une encyclique violente, extraordinairement critique contre le nazisme, et que la Gestapo n'a rien vu venir. Donc là, il y a quand même, je dois dire que c'était très remarquable, et Jean Chaunu a fait une présentation de ces 2 textes, à mon avis, très remarquable. Il faut souligner aussi le rôle du futur Pie XII aussi dans ces 2 encycliques. Bien entendu, en particulier sur Mit brennender Sorge, c'est Pie XII qui était le représentant du pape en Allemagne qui avait conçu cette encyclique. Alors on arrive quasiment, Stéphane Courtois, au terme de cette émission, mais j'avais simplement une dernière question à vous poser sur les raisons, ça va être difficile de résumer cela bien sûr en 1 minute, mais les raisons de l'effondrement du régime communiste. Je vous cite dans ce livre, dans l'article que vous publiez: la nature anti-économique et antisociale du système, ainsi que l'absence de légitimité politique du régime. Parce qu'effectivement, on a parlé du rôle de l'Église, et les groupes ecclésiaux ont joué bien sûr un rôle, mais plus fondamentalement, c'est la nature intrinsèque du régime au plan économique et social qui a fondé sa perte. Mais c'est ce que disait Pie XI dans son encyclique, hein, c'est un régime intrinsèquement pervers. En réalité, c'est un régime qui ne reposait sur aucune légitimité. Il y avait une façade prétendument démocratique, parce qu'en URSS, il y avait une constitution, il y avait des élections, il y avait tout ça. Simplement, c'était, pour parler un peu vulgairement, c'était entièrement bidon. C'était entièrement bidon, et un beau jour, eh bien, ça s'est tout simplement effondré, comme un château de cartes. Et ça s'est effondré très, 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 très vite, à la stupeur générale d'ailleurs. Personne ne l'avait prévu, tout le monde l'a vu d'un seul coup. Bon, mais c'est aussi parce que d'une part, c'était un régime donc foncièrement antidémocratique, ça c'est clair, mais c'est aussi un régime qui justement n'a pas pu démontrer sa supériorité économique sur le capitalisme. On connaît tous les défauts du capitalisme, mais le communisme tel qu'il a été pratiqué a montré des défauts 10 fois supérieurs. Quand on n'arrive pas à nourrir sa population, etc., c'est quand même grave. Et puis sur le plan social, ça n'était pas mieux. Et avec en plus une absence totale de respect des individus. Donc, ça a tenu quelques dizaines d'années, puis ça finit par s'écrouler. Voilà, c'est la fin de cette émission, et je renvoie nos auditeurs à ce livre, Démocratie et Révolution sans manifeste, de 1789 à nos jours. C'est publié aux éditions du Cerf et aux presses universitaires de l'ICES. Merci beaucoup, C'est moi, Stéphane merci Courtois. Beaucoup. Merci.